tout de suite. Bon, on commence. Hein. Voilà. Donc, on va ouvrir la séance. Et donc, c'est Sébastien qui va nous présenter son travail en premier lieu. Ensuite, ce sera son directeur qui parlera. Et puis, Monsieur Gilles, s'il est arrivé, sinon on fera le cas. Merci. Et ben, quand tu veux. Quand vous voulez. Merci. Peut-être je m'interromprai s'il arrive au milieu de la présentation. Ok, donc 20 minutes, je tiens les délais. Monsieur le président du jury, mesdames, messieurs les membres du jury, monsieur le directeur de thèse et chers invités. C'est une joie de pouvoir tous se retrouver aujourd'hui, malgré les conditions qui sont incertaines. Et justement, je tiens à vous remercier pour votre présence à cette soutenance et votre flexibilité ayant permis qu'elle puisse avoir lieu en présentiel. Elle était initialement prévue le 30 novembre, au moment du confinement. La préparation de cette soutenance, comme vous le savez, n'a pas été un long fleuve tranquille, si l'on peut dire, notamment marqué par la situation sanitaire et aussi l'absence très regrettable, comme on l'a mentionné, de M. Broman. Nombreux sont ceux n'ayant pu nous rejoindre pour cette soutenance à cause des conditions sanitaires. Je me permets d'avoir une pensée pour eux. C'est aussi pour mes collègues et amis qui sont présents sur le terrain. Et c'est pour ça justement que certains sont en train de nous suivre actuellement via téléconférence sur Zoom. Bien évidemment, j'ai une pensée très émue pour mes collègues disparus cette année au Niger. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de ce manuscrit. C'est un grand honneur d'être jugé et lu par de grands professeurs. Cela signifie beaucoup pour moi. Cette recherche, elle est l'aboutissement de 3 années de travail, et je ne vous cache pas que tenir ces délais en parallèle des fonctions que j'ai occupées a été un défi personnel. Cette présentation comprendra 3 parties. Tout d'abord, je reviendrai sur la genèse de ce travail, puis la démarche suivie et les choix méthodologiques qui sont associés, et je terminerai sur les limites de ce travail et les perspectives qu'il ouvre sur d'éventuels travaux futurs. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur l'origine et la genèse de cette recherche. Dès mes premières expériences humanitaires, j'ai été étonné par la pluralité, la richesse et la complexité des problèmes rencontrés sur le terrain humanitaire, ainsi que par leur dimension philosophique, cristallisée pour une partie à travers des questions suivantes. Qu'est-ce qu'une conduite altruiste et morale? Quelle est l'origine des souffrances? Sont-elles seulement connaissables? Pourquoi fait-on le bien? Qu'est-ce qu'un don? Un monde meilleur est-il possible ou est-on condamné sans fin à corriger ses imperfections? Quelle valeur est accordée à ces vies précaires? Mon point de départ fut ainsi l'étonnement face à l'action humanitaire. Étonnement entendu comme ce qui toujours pousse les hommes à philosopher selon la définition qu'en nous donne Aristote. Ce fut donc l'étonnement face aux disparités des conditions d'existence, l'étonnement face à la souffrance si inégalement distribuée, mais l'étonnement aussi de l'acteur face aux situations vécues sur le terrain et face à ses conduites. En bref, c'est la découverte de la complexité extraordinaire des situations où agit l'acteur humanitaire, son inévitable confrontation à toutes les figures du mal et son impréparation à cela qui ont soulevé les problèmes que j'ai essayé d'aborder au cours de cette recherche. Suivant cet étonnement, j'ai été persuadé que la philosophie aurait beaucoup à dire au sujet de l'action humanitaire, renforcée notamment parce qu'elle avait peu ou pas été traitée sous l'angle philosophique, notamment dans sa dimension pratique et appliquée, pour soutenir l'acteur face aux problèmes qu'il rencontre, ne serait-ce qu'en mettant ces derniers à jour. C'est alors que l'idée de cette recherche m'est venue. Une fois la recherche débutée, chaque situation vécue, toute profondément riche de complexité, d'interrogation, d'affect, est devenue une étude de cas, nécessitant un éclairage. Ce fut par exemple, dès le début, en Irak, le choix entre sécurité ou assistance dans les camps. Cette nécessité elle fut renforcée car l'enjeu n'était pas spéculatif. Il s'agissait de situations graves où la vie de milliers de personnes était en jeu, embarquant l'acteur humanitaire qui se retrouvait pour la plupart du temps démuni, et sans pour autant pouvoir se retirer, devant ainsi prendre des décisions marquées de gravité. Sans réponse satisfaisante dans la théorie et les cadres normatifs de l'action humanitaire aux interrogations suscitées, ces problèmes et ces études de cas se sont transformés en troubles et en tourments.
Ces troubles étant retranscrits à travers mes carnets de bord, j'ai ainsi été moi-même le point de départ de cette recherche en tant que sujet. Et c'est alors qu'a émergé le premier objectif visé de ma démarche de chercheur. Mettre en ordre cette expérience et réaliser un travail de réflexion sur les différentes modalités de l'action humanitaire, avec l'objectif d'une mise à distance des événements pour mieux les comprendre. Avec l'objectif associé aussi de montrer les problèmes auxquels est confronté l'acteur humanitaire, permettant ainsi de penser et de donner à penser aux autres ce à quoi est confronté l'acteur. Un questionnement pour lequel il n'a pas nécessairement de réponse. Cet objectif supposait de questionner l'impensé de nombreuses thématiques à l'origine de ces troubles. Et ce qui est une fin en soi, tant les présupposés ne sont pas ou peu interrogés dans l'action humanitaire. La recherche avançant, un axe marquant s'est dégagé de ces troubles. L'acteur est confronté au tragique de l'action qu'il découvre. Tragique par le caractère inextricable des situations du terrain, sans échappatoire et sans possibilité de contourner le mal rencontré. L'intuition initiale était de venir en aide à l'acteur en proposant des outils pour l'aider à mener à bien son action. Cela revenait, l'action étant tragique, à élaborer des pistes pour affronter le tragique. Et justement, la philosophie, c'est bien la philosophie qui nous apporte des outils d'une mise à distance de notre propre expérience du réel et de notre pratique. Mais en fin de recherche, une nouvelle limite est apparue. Je propose une lecture faisant de la condition de l'acteur humanitaire un homme tragique. Mais finalement, la condition du chercheur en philosophie sur l'action humanitaire ne serait-elle pas elle-même tragique? Il s'est ainsi agi dans une forme de mise en abîme, si l'on peut dire, de porter un regard plus réflexif, plus uniquement sur l'acteur, mais aussi sur le chercheur. Un récit s'est dégagé de cette démarche et construit ainsi. Il serait éventuellement possible d'y voir une forme de réécriture de Candide, qui est plongée dans la complexité de l'action humanitaire. Il s'agit du fruit de la réflexion d'un sujet qui s'est engagé dans l'action de la virginité et qui découvre les problèmes complexes et dilemmes insolubles. Problèmes de nature morale sur sa motivation, problèmes liés à la rationalisation de l'action, problèmes du politique. Cette figure du Candide qui est l'acteur humanitaire, c'est, selon les mots de Machiavel, celle de l'homme bon, qui plongeait dans un monde qui ne l'est pas, et ainsi, qui doit, pour ne pas conduire son action à la ruine, doit se salir les mains. Cette recherche a permis d'aboutir à plusieurs résultats. Tout d'abord, bien sûr, le cœur théorique est centré autour de la découverte de la dimension tragique de l'action humanitaire. Il a été possible de formuler, de mettre en ordre les réflexions et problématiques, de dresser les traits de l'acteur humanitaire et proposer des outils pour affronter ce tragique et finalement participer à la formation de l'acteur humanitaire en tant que sujet moral, répondant ainsi à la problématique de la recherche. Ceci a aussi permis de répondre au manque identifié que la théorie de l'action humanitaire ne prenait pas en charge. Dans cette continuité, cette recherche propose une méthodologie d'introspection morale, et cette introspection participe sans doute à la formation morale du sujet. Il a été aussi possible de suggérer une lecture métaphysique de l'action humanitaire, et aussi sans doute de manière plus inattendue, d'aborder la métaphilosophie, en jugeant de l'apport de la philosophie, proposant des pistes de réponse à la question « Que peut la philosophie en temps de crise ?» En résumé, si cette recherche ne répond peut-être pas tout à fait aux formes d'un exercice purement académique, point sur lequel nous reviendrons, elle s'efforce malgré tout de proposer une réflexion théorique et philosophique de mon expérience personnelle. Elle dégage les traits de l'action responsable, visant à soulager la souffrance humaine dans un monde complexe où l'acteur ne peut échapper au sentiment du tragique. Enfin, en élargissant les propos, alors que les crises dans le monde se multiplient, elle permet de proposer une mise à jour, une reformulation de certains problèmes moraux de notre époque. Ainsi, cette recherche aboutit à un résultat jusqu'alors inexistant par cette théorisation de la pratique de l'action humanitaire, notamment à travers la mise à jour des problèmes et la proposition d'un nouveau portrait moral de l'acteur humanitaire. Apportant éventuellement une contribution originale dans ce domaine, aussi bien dans la dimension pratique que théorique, et pouvant contribuer, peut-être, en toute modestie, à l'avancée de la pensée de l'action humanitaire.
Nous en venons ainsi à la démarche choisie, au choix méthodologique retenu pour effectuer cette recherche et que je souhaiterais vous exposer. J'ai tout d'abord tenu à ne pas avoir un seul sous-chapitre, une seule section de cette recherche qui ne soit pas issue de terrain, c'est-à-dire dont les propos n'ont pas été vécus ou expérimentés sur le terrain, à l'exception faite de la métaphysique, mais finalement dont j'essaye de rendre compte de la façon dont je l'ai éprouvé sur le terrain. C'est ainsi une philosophie du terrain, issue de l'expérience et des événements dont j'ai été le témoin. C'est pourquoi l'on pourrait qualifier cette recherche d'une phénoménologie de l'expérience morale humanitaire. C'est ainsi sans doute ce qui caractérise cette thèse, son ancrage dans le réel. Cela a ainsi répondu à l'objectif, en espérant peut-être y être parvenu, de tomber dans un degré d'abstraction qui aurait éloigné la spéculation de la réalité. C'est toujours dans ces objectifs que je suis parti de mes journaux personnels. Je voulais au maximum à tout prix partir de ma propre expérience, sans lire les événements au prisme de doctrine ou de pensée qui n'étaient pas les miennes, afin de penser autant que possible à neuf. Bien qu'il soit possible de retrouver évidemment des choses déjà dites, mais en essayant néanmoins de les éclairer sous un nouveau jour. C'est ainsi que j'ai essayé d'aboutir à une philosophie issue du monde aussi bien intérieur qu'extérieur. Sur le terrain, chaque situation observée, vécue, mais aussi chaque ressenti personnel suscitait questions, interrogations, et ce fut bien mon point de départ pour philosopher. J'ai essayé de réfléchir au sujet de chacun de ces événements, situations, ressentis, et d'en tirer quelque chose d'un peu plus général, de clarifier les problèmes, d'extrapoler une réflexion ou une théorie. C'était en tout cas cela le sens de la démarche choisie. Il serait ainsi possible de résumer brièvement cette démarche à travers plusieurs exemples. Dans le chapitre 1, avoir été témoin du début de la guerre au Soudan du Sud ou de la bataille contre l'État islamique en Irak, qui sont des faits marquants de l'histoire, permet de proposer une réflexion sur le sujet qui découvre sa propre historicité. L'observation de la souffrance des bénéficiaires dans les camps en Irak permet de proposer une réflexion sur l'effet de la contemplation des souffrances sur le sujet. Dans le chapitre 2, le constat de la compassion qui vacille sur le terrain, dans le temps, permet de proposer une réflexion sur l'évolution de la compassion qu'il est possible éventuellement de contrôler. L'observation de la révolte des bénéficiaires permet de proposer une réflexion sur la possibilité de refuser la condition qui leur est faite comme moyen d'affirmer leur dignité. Dans le chapitre 3, la réception du discours philosophique par mes collègues et la communauté humanitaire permet de proposer une réflexion sur la place de l'intellectuel et de la philosophie. Permet de proposer une réflexion selon laquelle il ne faut pas chercher à faire le bien, mais à faire au mieux dans les résultats. Enfin, dans le chapitre 5, le constat d'une raréfaction de mes réflexions philosophiques sur le terrain, la difficulté de méditer, contempler, tout en étant plongé dans l'action, permet de formuler le difficile équilibre entre action et réflexion. L'aporitique choix entre participation aux affaires de la cité et vie retirée en ermite. Enfin, les émotions intenses de mes retours, le plaisir de retrouver les choses les plus simples, permet de proposer une pensée du contraste et d'encourager ces ruptures. Second point caractéristique de la démarche suivie est celui d'être moi-même le propre objet de ma recherche. J'aurais pu reprendre les mots de Montaigne qui nous dit « Je suis moi-même la matière de mon livre » et justifiant ainsi le choix d'écrire à la première personne. Suivant cette démarche, je pourrais ainsi dire que j'ai cherché le nous dans le je. Ce choix s'est imposé car je ne voulais pas perdre l'essence des pensées et des réflexions issues du terrain. Le jus, si je puis dire. Je ne voulais pas perdre, je ne voulais pas travestir la pensée du terrain. Et l'objectif était, par ces écrits personnels, de vous livrer les données qui soient le plus brutes possible, qu'ils puissent exister au sujet d'un acteur humanitaire, c'est-à-dire conserver ces écrits tels que rédigés originellement sur le terrain. C'est aussi car j'ai espéré trouver en moi les réponses que je n'ai pu trouver dans le monde. Mais en essayant de ne jamais perdre de vue un objectif de généralisation. Ces écrits n'avaient de sens qu'ensuite pour essayer de les généraliser et d'essayer de théoriser l'expérience humanitaire. Cette forme personnelle, elle a été uniquement un moyen pour servir cette fin. In fine, ce n'est plus tout simplement de moi dont il s'agit. Je suis l'objet de cette recherche pour parvenir à un résultat plus général.
Troisième point caractéristique de cette démarche, j'ai eu la volonté de dresser un portrait le plus large possible de l'action humanitaire. J'y ai vu une forme de nécessité de parcourir la découverte de la complexité de l'action dans toutes ses dimensions. Et sans prétendre à une exhaustivité, traiter d'un maximum de facettes de l'action humanitaire pour ensuite unifier la lecture et parvenir à des clés de lecture qui ne soient pas trop circonstanciées. Cela peut donner éventuellement un côté itératif à l'ensemble des troubles, mais ceci permet de traiter un nombre important de thématiques variées et profondes, concourant peut-être à l'originalité de ce travail. Quatrième point caractéristique de cette démarche, j'ai essayé de suivre une méthodologie expérimentale, en essayant notamment de répondre à la question suivante: est-ce que l'expérimentation philosophique peut s'étendre jusqu'au terrain? C'est ce qui a été particulièrement intéressant au cours de cette recherche conduite en parallèle de mes responsabilités, de pouvoir tester et expérimenter les différentes hypothèses émises, en quelque sorte influer sur mon objet, et formant par conséquent une forme d'aller-retour permanent entre pratique et théorie. C'était notamment l'objectif du chapitre 4, d'essayer de juger des résultats de ces expérimentations. Cela peut représenter sans doute une spécificité majeure de cette thèse, avoir été dans cette position de chercheur tout en étant sur le terrain, avec des responsabilités pour expérimenter en temps réel sur le théâtre de l'action, de l'intérieur, la recherche, et en faire ainsi un retour. Dernier point caractéristique, le décentrage des problèmes philosophiques par rapport à la tradition judéo-chrétienne ou occidentale. C'est un aspect que j'ai tenu à mettre en avant, notamment à travers le choc entre deux mondes, les problèmes sur les conditions d'existence, la dépendance de la population vis-à-vis d'organisations étrangères, le choc culturel, ou bien encore les vies qui sont oubliées. Enfin, bien évidemment, cette recherche comporte de nombreuses limites. Première limite, c'est celle de la finalité de cette recherche. A posteriori, il serait possible de s'interroger sur le but réel et profond de cette recherche et se demander si elle n'a pas été utilisée à d'autres fins que celle de traiter le sujet choisi, c'est-à-dire pour servir une recherche existentielle, pour répondre à un besoin métaphysique. Et ainsi, si l'action humanitaire n'est pas devenue un alibi pour justifier le traitement de ces thématiques. Il serait à envisager que ces thématiques puissent être traitées séparément dans de futurs travaux. Seconde limite, de nombreuses théories ou propositions ne sont pas validées, car comme expliqué, elles ne sont sans doute pas réfutables, comme par exemple les propositions sur la qualité de l'aide. Confronter ces propositions et théories à une pluralité de contextes pourrait éventuellement lever une partie de cette limite. Troisième limite, il existe un risque important de s'être arrêté à mi-chemin, sans parvenir au bout de la démarche. C'était une tentative de généralisation, mais cette recherche est-elle parvenue, pour chaque situation, à cette généralisation? Quatrième limite, ce travail s'est effectué à la première personne, enfermé dans le jeu. Il m'a été difficile de faire la différence entre ce qui est propre à moi et ce qui est commun aux hommes, et faisant encourir le risque important qu'une recherche menée à la première personne relève un caractère narcissique. Enfin, cette recherche comporte les limites associées à la liberté prise concernant certains critères académiques, aussi bien dans sa forme que dans son approche méthodologique. Conscient de ces limites, c'est précisément un axe de progrès important, dans le cadre notamment de mes futurs travaux philosophiques, de travailler sur ces points. Les perspectives de travail sont heureusement multiples. Participer au travail d'un think tank sur l'action humanitaire serait une continuité particulièrement intéressante de cette recherche. J'aurai sans doute l'occasion de pouvoir le faire avec mon ONG. J'espère pouvoir contribuer en toute modestie à la pensée de l'action humanitaire via les résultats de ce travail et confronter éventuellement le jeu en tant que pronom personnel aux autres. Par ailleurs, cette recherche pourra servir d'une base intéressante pour de futurs écrits plus académiques que je pourrais éventuellement rédiger. Il pourrait notamment être intéressant de compléter la bibliographie, d'étudier en détail certains auteurs cités sur des points spécifiques. Si cette thèse a mis à jour des problèmes, il pourra s'agir de tenter de mieux les éclairer et les résoudre, éventuellement de les approfondir de manière théorique, si ce n'est conceptuelle. Enfin, l'objectif était de participer à la formation morale de l'acteur humanitaire. Il pourrait être intéressant de présenter ces idées dans les différents cursus de formation humanitaire et éventuellement de réfléchir à la possibilité d'en faire un ouvrage. En guise de conclusion, je fais appel au jury et aux quelques lecteurs de cette thèse. J'espère que vous pourrez dire, en paraphrasant Camus,
Cela nous concerne, c'est de nous qu'il s'agit. Ce sera à vous de me dire, le jury, les lecteurs, si, dans ce que dépeint cette recherche, se trouve une partie de la nature humaine, si, dans certains propos, vous pouvez vous y retrouver, ou si au moins cela peut susciter un début de réflexion. J'espère avoir posé les bases nécessaires à la critique des différentes hypothèses et résultats émis. Je me réjouis d'avance que vous puissiez juger si certaines hypothèses pourraient être confirmées ou réfutées, car j'arrive sans doute au bout de ma démarche par rapport à ce que je peux trouver de mon propre point de vue. Et je serai bien évidemment ravi de répondre à vos questions. Et je remercie enfin tout particulièrement mon directeur de thèse de m'avoir suivi dans ce projet atypique par son approche et conseillé tout au long de ce travail. Et sans lui, et vraiment en toute sincérité, je pense que ce travail n'aurait pas été possible et je lui dois beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous, c'est exposé très clair. Et donc, je crois que le moment est venu de donner la parole justement au directeur de thèse. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais parler très brièvement, hein, parce que ce n'est pas à moi de faire une lecture critique de ce travail, mais disons de revenir sur quelques points, peut-être aussi sur la genèse et sur l'intention qui vous a animé. Tout d'abord, vous féliciter d'avoir mené ce travail à son terme, quand même dans des conditions qui sont quand même particulièrement difficiles, et faire un travail de recherche et d'écriture dans les circonstances dans lesquelles vous étiez, ça quand même c'est tout à fait remarquable par rapport aux conditions quand même habituelles dans lesquelles se trouvent des chercheurs en philosophie. Alors vous avez, je crois, assez bien présenté hein, l'essentiel de votre projet avec ses intentions, son intention fondatrice et qui est véritablement assumée, et évidemment sans doute les objections qu'on peut vous faire, les critiques qui peuvent être adressées à tel ou tel point. Ce que je sais en tout cas, c'est que sans doute ce n'est pas un travail académique sous une forme effectivement habituelle. Vous ne convoquez pas des auteurs, vous ne les travaillez pas, vous ne les convoquez pas même véritablement parce qu'ils apporteraient véritablement de la lumière pour les questions qui vous traversent. Et sans doute, c'est un aspect sur lequel on peut discuter, disons. Mais en tant que vous apportez vraiment une lumière et une intelligence quand même sur cette expérience de l'action humanitaire et que vous nous rendez cela, que vous nous faites entrer vraiment dans cette expérience et donc que nous en acquérons vraiment une intelligence dans ces difficultés, dans ces conflits, dans ces dilemmes, dans tout ce à quoi vous avez été, tout ça à quoi vous avez été confronté. Si la philosophie est quand même fondamentalement cet exercice par lequel nous acquérons une plus grande intelligence du monde par le moyen de la réflexion, des concepts, de la mise à distance, enfin tous les moyens dont la philosophie se sert, alors je pense que votre travail à cet égard est à proprement parler philosophique. Et sans doute, expérience personnelle, hein, vous parlez de votre expérience personnelle et dans sa singularité même, et au fond vous partez d'un trauma, vous partez au fond d'un trauma initial qui est une expérience à laquelle vous n'étiez absolument pas confronté, à laquelle vous n'étiez absolument pas préparé, qui est au fond un jeune homme finalement qui se lance dans l'action humanitaire avec toutes les bonnes intentions, parfaitement louables et moralement saintes et nobles, si je puis dire, pour lesquelles il s'engage là-dedans, et qui se trouve confronté évidemment dans un monde, dans un matériau d'une extraordinaire complexité qui n'a évidemment, qui n'a plus rien à voir et à quoi il n'est pas préparé. Quand vous dites d'ailleurs que vous voulez, vous songez effectivement à travailler ensuite dans un think tank, si vous avez effectivement, si on peut donner un développement, si je puis dire, à votre travail, ce ne serait pas dans un enseignement universitaire, mais c'est en effet véritablement d'une certaine manière de préparer les acteurs à ce à quoi ils vont être confrontés, à quoi ils ne sont absolument pas, semble-t-il, hein, visiblement, et on le voit dans tout votre... à quoi ils ne sont pas préparés, et qui est une expérience, effectivement, d'abord vous dites c'est une expérience du mal, parce que ça commence par le mal, ça commence par la souffrance humaine et le traumatisme de cette expérience dans des zones de conflit extrêmes, et qui est un traumatisme certainement terrible. Bon. Et puis l'intention, évidemment, quand même, d'apporter des moyens, des cadres, de mobiliser tout ce qui est possible de faire, et puis de s'apercevoir que tout cela ne marche que de façon très imparfaite, qu'il y a en effet toutes sortes de compromis, de limites, de dilemmes, et qui sont effectivement les vôtres,
vous qui êtes confronté à ça et que vous n'allez pas en parler d'une façon extérieure parce que c'est votre propre expérience qui est à la fois en effet tout à fait singulière, elle est personnelle, mais je ne pense pas que l'on puisse dire de votre travail qu'il soit narcissique. Bien sûr, c'est vrai, vous partez de vos carnets de bord, vous les citez, vous nous faites lire ces réflexions personnelles, mais c'est quand même c'est pour construire, disons, vraiment une réflexion à partir de ça. Ce n'est pas pour se complaire, disons, effectivement, dans quelque chose qui serait d'une interrogation plus ou moins douteuse sur soi, sur sa pureté morale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les discussions que nous avons pu avoir ensemble, et je le dis, j'ai un peu insisté pour que vous n'insistiez pas trop, même si vous en parlez, sur la question de l'intérêt, de la question de l'intéressement et du désintéressement, c'est-à-dire sur l'analyse de vos propres motivations altruistes ou égoïstes, même si c'est une question, comme vous le savez, évidemment, qui m'intéresse particulièrement, mais si c'était ça qu'il fallait livrer dans une introspection sur ses propres motivations, cela n'aurait pas été véritablement intéressant. Et dès le début, nous étions d'accord. Enfin, je vous ai dit que, ayant dirigé ou assisté à des jurys de thèse de praticiens sur le terrain, je sais comment les praticiens s'y prennent en philosophie. Ils partent d'une pratique, des médecins, des infirmiers, des acteurs humanitaires, et puis ils laissent complètement leur expérience de côté, et puis ils plaquent des philosophes. Alors ils vont vous mettre du Kant, ils vont vous mettre du Lévinas, etc. Ça va faire des pages entières sur ça, qui peuvent être plus ou bien maîtrisées. Mais ce n'est pas très intéressant, si vous voulez, parce qu'ils pensent qu'il faut faire de la philosophie, si vous voulez. C'est difficile de faire ce que vous faites. Et vous ne pouvez le faire d'une façon qu'imparfaite. Donc, c'est normal, ça. Je veux dire, en plus, souvent, il faut beaucoup d'années, beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité. Peut-être que dans 10 ans, vous verrez les choses différemment. Bon. Mais souvent, les praticiens qui font un travail de philosophie sur le terrain, ils mettent complètement à l'écart leur pratique, comme si elle était non pertinente, et puis ils plaquent des textes de philosophie. Et ce n'est pas intéressant. Et donc, je vous avais dit dès le début, nous, on veut, ce qui nous intéressera, c'est de savoir, mais quelle est votre expérience, quelle est votre pratique, qu'est-ce que vous avez vécu, et qu'est-ce que l'intelligence de cette action humanitaire pourra s'en dégager. Et je pense qu'à cet égard-là, vous avez vraiment rempli le contrat. Certainement, vous pourriez mobiliser toutes sortes de travaux, de réflexions théoriques sur l'action humanitaire, sur l'action morale, sur l'éthique, sur l'utilitarisme, enfin tout ce que vous voulez. Il y a un énorme corpus de choses en réalité que vous pourriez utiliser et certainement que vous lirez, mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible de faire à votre âge la synthèse de tout ça. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas réussir cet exercice-là. Soit vous partiez dans ce que vous avez fait, et puis il y a des limites. Soit vous auriez plaqué des choses et ça n'aurait pas marché non plus. D'une façon, je le dis, que ce soit imparfait, c'est déjà très bien. Ça ne peut pas être autre chose qu'imparfait. Et c'est une très grande réussite de faire quelque chose qui est imparfait, parce qu'avec des limites. Vous ne pouvez pas, il n'est pas possible qu'à votre âge, vous ayez la capacité de synthétiser, si vous voulez, un ensemble de connaissances considérables, théoriques, de travaux, etc., que vous auriez ingurgité, au moment même où vous étiez confronté à cette expérience absolument traumatisante du terrain par rapport à des victimes que ou de personnes que vous rencontriez au jour le jour, c'était juste pas possible. Dans 10 ans, vous le ferez probablement, et vous avez un immense encore champ d'investigation. Mais il y a une manière de s'y prendre. Et au fond, les philosophes, les textes philosophiques se caractérisent toujours, et ce qui fait débat, c'est une manière de s'y prendre. Par exemple, la théorie de la justice de Rawls, il a une façon de s'y prendre. Il s'y prend d'une certaine façon, contractualiste, etc. Et tous les débats qui ont été menés autour de la justice de Rawls, c'est fondamentalement sur la façon de s'y prendre, cette théorie contractualiste, la position originelle, etc. Et vous avez une façon de s'y prendre. Et évidemment, ça suscite le débat, parce que c'est pas qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais évidemment, ça suscite des objections. Et toute position intéressante suscite des objections et des critiques et des limites. Et c'est là, et je pense que, et on va vous en faire, et je pourrais même, enfin, on vous en fera bien sûr. Mais c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose de solide, qu'il y a quelque chose de réel, que vous avez quand même touché du doigt, avec peut-être, parfois même avec naïveté. Bon, je dis pas. Mais, et pourquoi pas, après tout, on est aussi droit de garder sa naïveté et d'une certaine forme d'innocence par rapport à que vous ne soyez pas blasé, que vous ne soyez pas détruit, si je puis dire, psychiquement ou moralement par
Après tout, on pourrait jeter l'éponge, c'est-à-dire que vous dites quand même le mal, on ne s'en sort jamais, ça commence par le mal, et le mal, il est toujours là, au bout du compte, on ne s'en sort jamais, mais ça vaut quand même la peine de continuer, et vous continuez quand même, et vous y retournez. Et ça, je trouve que c'est un exercice de philosophie humaine, authentique, profond, sincère, et qui appelle à toutes sortes de développement. Je m'arrêterai là parce que c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Voilà, merci au directeur de thèse. Donc, je vais donner la parole à monsieur Yogi. Très bien. Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette thèse. Je dois remercier surtout, je pense, le directeur de thèse qui a pensé à m'inviter. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses dans cette thèse, en particulier sur ce que vous appelez le terrain. J'y reviendrai 2 secondes dans mes critiques juste sur la fin. Alors, je ne suis pas spécialiste de philosophie morale, en particulier et d'éthique, comme mon très cher collègue Michel Terechko. Je ne suis pas non plus spécialiste de l'humanitaire, mais je dirais que je m'y intéresse en tant que citoyen. Et donc, ne serait-ce qu'à ce niveau, j'ai été très intéressé par votre thèse. J'ai été très intéressé par à la fois votre façon de mettre en équation un certain nombre de problèmes qui paraissent lointains, qu'on n'arrive pas à percevoir, parce qu'on voit tout le temps l'humanitaire de façon justement lointaine, puisque par définition, il y a des gens qui partent, puis d'autres qui restent, et moi je fais partie de ceux qui restent. Voilà. Et donc votre mise en équation, c'est une mise en équation, mais pas au sens de la philosophie analytique, qui met en équation justement, parfois, je trouve, de façon pseudo-concrète, mais en réalité abstraite, quoi. Justement, il y a certains, même chez Rawls, parfois, il y a des mises en équation qui paraissent... voilà, exactement, qui paraissent abstraites. Non, mais il ne se veut pas abstrait dans et je trouve que justement, par contraste, une thèse comme la vôtre nous donne à toucher, on pourrait dire, la matière de l'humanitaire. Et ne serait-ce que pour ça, je trouve que c'est très intéressant. Par ailleurs, faire une thèse de philosophie avec l'humanitaire, j'ai trouvé ça surprenant au départ, avec l'action. Et puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que c'est pour ça que je disais dans mon rapport, dans un sens, et c'est très rare, c'est quand on distingue des thèses classiques, des thèses professionnelles, mais dans un sens, c'est une thèse professionnelle. Enfin, même, c'est pas dans un sens, c'est une thèse professionnelle, et on a le droit de faire des thèses professionnelles, et peut-être qu'en ce domaine, on manque de thèses professionnelles. Et puis le deuxième point, c'est que c'est vrai, la réputation de la philosophie, des sciences sociales en général, et de la philosophie en particulier, sa réputation et sa mauvaise réputation, du point de vue du grand public, et parfois pas seulement du grand public, c'est de ne pas servir à grand-chose, voire de ne servir à rien. Et là, vous nous montrez que la philosophie, ça peut servir à quelque chose, ça peut être utile, on ne peut pas distinguer comment dire, une réflexion qui serait une réflexion qui a l'idée de conscience morale sur le mal, le bien, et de ce qui est concret. Et donc, dans un sens, ça nous ramène d'ailleurs, ça nous ramène à la définition, alors qu'aujourd'hui, dans ce monde, on a tendance à distinguer, la pratique de la réflexion. Moi, j'ai toujours tendance à dire, d'ailleurs je le dis au début d'un cours de philosophie que je fais à Sciences Po, c'est qu'il n'y a pas plus, comment dire, pratique qu'une réflexion abstraite. C'est-à-dire que la pratique c'est véritablement ce sont les raisons de l'action. Et là, on revient à la définition kantienne dans la critique de la raison pratique. On oublie souvent que ce qui est pratique, c'est d'emblée fondé sur des raisons qui peuvent être plus ou moins conscientes, mais c'est tout le temps fondé sur des raisons, donc autant les clarifier. Et donc, c'est ce que vous faites, vous essayez aussi de les clarifier. Alors, j'étais très intéressé par un certain nombre de choses. Par exemple, lorsque vous évoquez sur la question de l'État islamique, j'ai trouvé ça très réfléchi de votre part, justement, et très critique au sens noble du terme, ni en positif ni en négatif, le fait de pouvoir sortir du pathos sur l'obsession anti-islamique, idéologique, systématique, avec presque une chosification
de l'idéologie et de parler, comme vous dites, du terrain, concrètement, qu'est-ce qui se passe, qui sont ces acteurs, qu'est-ce que vous êtes, vous, parmi eux, quelle est la situation, comment fonctionne la situation, et de réhabiliter, enfin plutôt de repenser l'historicité, de l'événement, pas seulement l'événement dans lequel nous sommes pris, mais essayer de prendre l'événement comme un événement historique, enfin, vraiment dans son historicité. Ça, c'est sur un point particulier, mais d'une manière générale, je trouve que vous avez vraiment très bien élaboré, vous avez vraiment réussi à faire des élaborations qui ne restent ni dans une phénoménologie qui soit une phénoménologie, on pourrait dire une phénoménologie phénoménologique, c'est-à-dire qui finissent par être s'embourber dans une description et on ne sort pas de la description, et beaucoup de thèses de sciences sociales en général finissent par être des thèses de description, de la description, de la description, de la description, avec parfois un débat sur la méthodologie, de la méthodologie, de la méthodologie, de la méthodologie. Et enfin, on voit pas très bien où on va, alors que ça devrait être le sens de la méthodologie, puisque comme vous savez, méthodos en grec, ça veut dire chemin. Donc si on parle sans cesse des chemins sans savoir où on va, c'est un peu étrange. Donc, une des premières élaborations que j'ai trouvé intéressante, c'est l'élaboration entre la question de la contemplation et de l'action. Comment surmonter ce qui est en soi, je pourrais dire, ce qui est en soi un dilemme, parce qu'on n'arrive jamais complètement à le résoudre, de ce rapport entre contemplation et action. Le rapport entre penser et agir, qui n'est pas exactement la même chose, même si ça se recoupe. Qui amène à une question qui, elle, est beaucoup plus pratique, au sens, j'allais dire, presque technique du terme, c'est-à-dire comment agir et quoi faire, faut-il s'abstenir, faut-il agir à un moment ou à un autre, quelles sont les conséquences de nos actions, quelle est ma place en tant qu'acteur, quelle est ma place dans cette situation, en particulier cette situation, mais aussi cette situation dans son historicité. Et je dirais qu'à cet égard, il y a, alors, moi je trouve intéressant le fait de parler de soi, même dans une thèse de doctorat et dans une thèse de philosophie, et en particulier sur ce sujet. Alors évidemment, il n'y en a pas trop, mais vous en dites suffisamment sur ce qui vous pose question à vous personnellement, pour pouvoir qualifier, enfin je dirais, il y a quelque chose dans cette thèse à la lecture, comme on parle d'autofiction, d'autophilosophie. Mais attention, l'autofiction, ce n'est pas justement c'est pas un simple journal intime. L'autofiction, justement, c'est une façon de ne pas sombrer dans le psychologisme. C'est pas pareil, c'est pas faire du narcissisme, pas du tout. L'autofiction, si je puis dire, l'authentique autofiction, c'est pas un exercice narcissique, parce que sinon, justement, ça n'intéresse personne. Pour que l'autofiction intéresse et que ça devienne une œuvre, il faut sortir du narcissisme. Enfin, parler comme on parle aujourd'hui, c'est le challenge de quelqu'un comme Proust. Dans un sens, on pourrait dire c'est de l'autofiction, c'est un des premiers à pratiquer jusqu'au bout l'autofiction, mais ce n'est pas narcissique en réalité. C'est pour ça que ça intéresse, sinon ça n'intéresserait personne. Et je trouve qu'il y a quelque chose là de ce qu'on pourrait appeler une auto-philosophie, parce que vous parlez de vous indirectement, parfois un peu plus directement, mais surtout, vous ne glissez pas dans le psychologisme. C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'il y a une vraie objectivation de l'objet, comme on dit dans ce livre, vous avez une vraie tentative, parce que l'objectivation de l'objet, ce n'est pas l'élimination de la subjectivité. C'est le contraire. Puisqu'on parle de phénoménologie, puisque vous parlez de phénoménologie, c'est être capable de la mettre entre parenthèses, cette subjectivité. Donc, ce n'est pas dire qu'elle n'existe pas. C'est faire très exactement le contraire. Parce que ceux qui disent que la subjectivité n'existe pas, c'est aujourd'hui, moi, c'est ce que je critique dans le discours politique actuel, laïciste, qui prétend être neutre. Donc, qui ne fait pas l'effort de mettre entre parenthèses qui pourrait être sa subjectivité, qui donc devient en réalité tendanciellement totalitaire. Donc, je dirais que la première des exigences, c'est pas de dire que la subjectivité n'existe pas, on peut presque dire que c'est une des pensées fondamentales de Husserl. C'est de dire qu'elle existe tellement qu'on a besoin de la mettre entre parenthèses pour pouvoir dire quelque chose, sinon
tout ce qu'on dit est directement et justement grévé par cette subjectivité. Et ça ne veut pas dire qu'on l'élimine, cette subjectivité. Ça veut dire qu'on sait qu'elle est là. Et qu'on sait de quelle manière elle est là. Et c'est ça que vous essayez de penser aussi dans votre travail, c'est que vous essayez de savoir de quelle manière elle est là, cette subjectivité, pas de dire « Ah ben moi je suis neutre ». Parce qu'une des erreurs, me semble-t-il, d'une certaine façon de faire de l'humanitaire, c'est justement de ne pas mettre entre parenthèses sa subjectivité, de s'imaginer comme étant l'expression, soi-même l'expression d'un bien immédiat, et de ne pas se voir soi-même. Et de ne pas se voir soi-même, c'est du narcissisme au carré, en réalité. Donc, mieux vaut se voir soi-même pour pouvoir se mettre entre parenthèses, qui n'est pas du narcissisme, justement, que d'être directement dans une sorte d'immédiateté d'une action qu'on imagine immédiatement morale. Et là, effectivement, non, on n'imagine pas comme étant immédiatement morale, on est capable de la réfléchir. Ce qui vous permet de surmonter la critique que fait Alain Badiou dans son bouquin sur l'éthique. Alors j'en ai parlé, je pense que ça aurait été bien que vous lisiez ce bouquin néanmoins, hein, même si quelque part vous surmontez ces critiques, puisqu'il dit quelque chose qui est enfin, moi j'avais, alors à vrai dire justement, votre thèse m'a fait évoluer sur cette question parce que j'avais tendance à souscrire peut-être de façon béate et à la thèse de Badiou, et où sa critique de l'humanitaire, c'est de dire en gros si comment dire, l'action au sens, enfin, si l'humanisme ne finit que par se justifier dans une action, il a besoin d'une action qui vise des populations dont on a pitié, c'est-à-dire que l'humanisme a besoin de cette pitié pour exister en quelque sorte en négatif, parce qu'il n'arrive même plus à croire à l'idée qu'il puisse y avoir un être de l'homme, donc il faut, pour que cet être existe, l'entendre crier, l'entendre gémir, donc dit finalement l'éthique humaniste ou l'éthique limitée ou réduite, et lui il voit ça comme une réduction à l'éthique de l'action humanitaire, ça finit par n'être qu'une éthique au sens propre pitoyable, puisqu'elle est fondée entièrement sur la pitié, sur le fait que ça crie, donc c'est pas de l'être, puisque finalement on y va seulement, et que ça finit par être une réverbération, ou pas une réflexion au sens intellectuel du terme, mais on y va parce que ça fait retour à notre propre cri désespéré, à notre propre sentiment d'inexistence. Et quelque part, lorsque vous évoquiez, même pendant la soutenance, et en disant c'est la limite, etc., votre recherche de sens, ça peut être lié aussi à ça. La recherche de sens, son propre sentiment d'inexistence dans une société qui ne peut plus croire en l'humain, c'est-à-dire le manque d'être qui tente de se remplir en allant au loin, par moi ce que j'ai appelé dans certains de mes travaux l'individu-globalisme, c'est-à-dire l'individu qui a besoin d'aller au loin pour pouvoir construire quelque chose qui pourrait aussi bien exister ici, si seulement il était capable de croire en lui. Et donc c'est la question du voyage qui est caractéristique dans la modernité, et ce qui peut être critiqué à un certain niveau, c'est à travers ça, c'est la recherche d'aventure, et donc on pourrait appliquer toute la critique qu'on fait de l'aventure comme divertissement, c'est-à-dire que l'autre est le prétexte du divertissement, et donc est le prétexte d'une sorte de remplissage, voilà, qui me... Enfin, vous avez compris. Je vois que vous avez compris. C'est Raphaël. Comment? C'est Raphaël. Alors, aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que votre démarche n'est pas une démarche condescendante, c'est-à-dire ce n'est pas une démarche en surplomb. Et c'est ça aussi votre abord du terrain. Votre abord du terrain, ce n'est pas... Alors, ce qui peut être reproché parfois à l'action humanitaire, c'est ce que fait aussi à la marge, mais parce qu'il le fait quand même à la marge, mais c'est plus ces diadoques, comme dirait Deleuze, qui le font que lui, ceux qui suivent Badiou et qui le lisent parfois avec un peu trop immédiatement, ça surmonte l'écueil possible du néocolonialisme, du post-colonialisme, d'une recolonisation, c'est-à-dire par cette espèce d'effet condescendant d'une action de celui qui va apporter par son action, par son argent, par sa nourriture, par tout ce que vous voulez, ce que les autres ne sont pas susceptibles de s'apporter eux-mêmes, parce que sinon, sa place n'aurait pas à venir sur place. Donc, ça serait un peu comme le témoignage de la non-autonomie. Donc, de là à parler de non-autonomie à infériorité à
tendre la main au sens de c'est parce que je tends la main, mais je ne tends pas la main. C'est ça la critique qu'on peut faire à un certain niveau, mais pas de votre thèse justement. Je ne tends pas la main comme si j'étais au même niveau, mais je tends la main justement parce que l'autre tombe. Pourquoi? Parce qu'il est en bas, parce que sinon ici, il n'était pas plus en bas. Donc et une des justifications presque humanitaires de la colonisation, et même à l'époque même de la colonisation, de certaines façons, hein, on pense à des gens comme Jules Ferry, hein, c'était l'idée d'aider, d'apporter la civilisation, d'apporter quelque chose. Et donc là, je crois que le type de thèse comme les vôtres, mais la vôtre ne suffira pas, je pense, parce qu'il en faudrait d'autres, sont nécessaires pour sortir, pour, comment dire, éradiquer cette tendance qui, même si on essaye de la combattre, ressurgit tout le temps. Et donc, je pense que c'est nécessaire de penser l'action humanitaire aussi sous cet angle-là, parce que ça ressurgit tout le temps. Et à ce titre, votre thèse a aussi quelque chose, alors je parlais d'autofiction, d'autophilosophie, etc., a quelque chose de généalogique au sens de Nietzsche. C'est-à-dire qu'on peut aussi voir quelles sont les raisons dans les raisons. Parce que les raisons ne sont jamais les raisons, donc on est... Quelles sont les raisons dans les raisons, c'est-à-dire un peu... Et donc il y a quelque chose dans votre façon de réfléchir dialectiquement. C'est pas une dialectique ou une réflexivité qui se fait de façon horizontale, mais qui approfondit sans cesse, comme si vous alliez creuser les raisons dans les raisons. Et ça aussi, je trouvais que c'était... On a largement le temps, hein. Je ne veux pas du tout vous stresser. Vous connaissez pas Raphaël, hein? Donc c'est intéressant, on lui dit qu'il y a le temps. Prenez votre temps, Raphaël, et on a tout notre temps. Une des caractéristiques de moi, ce que je vois comme étant la généalogie, cette espèce d'archéologie, de creusement, c'est que vous faites attention de ne jamais ni victimiser de façon avec pathos et ni en sens inverse de considérer l'autre comme l'ennemi. C'est ni l'ennemi, c'est ni l'ennemi essentiel. Enfin, l'ami, ça serait oui au sens noble du terme, mais je veux dire victime, non victime, quoi. Et ça vous permet de faire cette descente archéologique ou généalogique. Alors, maintenant, une dernière chose, c'est pour ça que je parlais de Hegel aussi dans c'était pas. Je suis d'accord avec ce qu'a dit votre directeur de thèse. J'ai moi-même été pendant une grande partie de ma carrière agacé par le référencement obligatoire, exagéré d'étudiants qui en rajoutent sur l'utilisation des textes et le plus souvent sans même les connaître, sans connaître le contexte des textes, sans les citer correctement, sans que ce soit surtout nécessaire. Donc là, et je crois que c'est important dans une thèse qu'il y ait une sorte de nécessité logique, pour sentir la nécessité de ne pas en rajouter, pour faire de la masse, pour faire de la quantité de citations. Donc là, je suis tout à fait d'accord, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi sur la question méthodologique, c'est que vous allez directement dans l'objet et vous prenez des précautions, et quand même la méthodologie, c'est aussi à ça que ça sert, sans nous faire... souvent, il y a des premières parties de thèse qui consistent en un débat méthodologique. Et moi, ça m'insupporte. En général, c'est la première critique que je fais dans une thèse de doctorat. La moitié de la thèse pour débattre sur la méthodologie, je vous dis, et puis à la fin, on accouche même pas d'une souris, à peine d'une aile droite de papillon. Je me dis, mais pour dire en plus quelque chose qu'on sait plus ou moins déjà intuitivement au début de la thèse, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'on sait prend toutes ces précautions pour dire, grâce à cette méthodologie, j'ai tellement limité mon propos que j'ai finalement réussi à dire ça. Non, mais c'est pitié pour les arbres. Heureusement, maintenant, c'est de plus en plus électronique. Alors qu'avec vous, je veux dire, on n'est pas roulé sur la marchandise. Enfin, dès le départ, on entre, non mais c'est vrai, on entre dès le départ sur le terrain et on a effectivement une avancée à la fois théorique et pratique. On découvre des choses, on découvre au sens où... il y a une réflexion aussi et c'est pour ça, alors maintenant, je reviens sur pourquoi est-ce que je trouvais intéressant Principe philosophie du droit de Hegel et peut-être d'autres textes de Hegel sur le sujet, parce que contrairement à ce qu'on dit de Hegel, je sais, c'est tout le temps ce qu'il dit de Hegel n'est pas un philosophe de l'abstraction.
certes dire ça, mais lui-même, il tenait à ne pas être un philosophe de l'abstraction. C'est ce qu'il a toujours dit. Et d'ailleurs, la notion d'universel, on a reproché à Hegel, c'était comme l'universel, c'est une sorte de portrait robot préalable. Et donc, non, il faut lire Hegel. L'universel, c'est l'universel concret. C'est-à-dire au sens concret, la concrétude, c'est ce qui croît avec, au sens de croître, c'est-à-dire ce qui est profondément organique. On pourrait dire que Hegel, c'est un philosophe organique. Et donc votre travail, c'est aussi un travail organique. C'est la place par rapport à l'autre, qui est le lien organique que vous entretenez avec l'autre, puisque rien n'est jamais neutre. Et donc le chemin d'une, entre guillemets, véritable universalité, ça ne peut être qu'une universalité concrète. Parce que sinon, effectivement, c'est une universalité qui consiste en un portrait robot préalablement construit par nous sur ce qui est supposé être le bien, l'être, etc., soi-disant neutre, mais en fait fondé sur notre subjectivité, et qui va finir par justifier des formes de racisme en toute bonne conscience. Et donc je crois que là, ça aurait été utile, cette question justement très débattue de l'universel concret, qui permet d'entrer dans le débat, qui me semble être un faux débat, mais là ça serait trop long, donc je ne continuerai pas là-dessus, sur cette opposition qui me semble complètement factice aujourd'hui, et que votre thèse permet aussi de repenser indirectement, ce débat entre relativisme et universalisme. Parce que pour moi, la condition du relativisme, c'est l'universalisme, c'est pas du tout opposé. Parce que relativisme, ça veut juste dire relation. Donc ça ne veut pas dire du tout qu'on accepte tout. Du tout. Ça veut dire que justement, le fond humain, sinon c'est du différentialisme, je l'appelle la zoologie de la culture. On s'en fout. Là non, on s'en fout pas. Dans le relativisme, c'est la relation qui compte. Et donc quand vous allez sur le terrain, vous êtes en relation. Et donc la seule possibilité de penser l'universel, c'est de penser la relation. Donc le relativisme, c'est la base de l'universalisme. Ce n'est pas du tout opposé. Donc moi, oui, je revendique d'être relativiste, et pas du tout d'être anti-universaliste pour autant. Je finis. Je finis pour dire, alors que sur les limites, je dirais qu'il y a peut-être quand même une réflexion à avoir, du point de vue méthodologique quand même, sur la captation des données. C'est-à-dire, c'est un peu flou parfois, ce qui vous permet de dire ce que vous dites. On sait que vous l'éprouvé, vous nous donnez un certain nombre de raisons pour l'éprouver, et puis ensuite vous développez, mais c'est comme si les données en question de ce fameux terrain empirique n'étaient pas, quand je dis captation, c'est-à-dire n'étaient pas isolées, c'est-à-dire n'étaient pas suffisamment définies pour qu'on se dise « Ah oui, d'accord, complètement d'accord avec vous ». C'est-à-dire qu'il y a une sorte de… Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une sorte de suspicion sur la réalité, au sens ciblé, des données en question. C'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, qui rejoint ça, c'est une petite critique, mais je trouve qu'il y a, moi, ce que j'appelle, là, ça dit un petit peu, parce que souvent, ça y est beaucoup plus, mais là, ça dit un petit peu, de fétichisme du terrain. Parce que le terrain, c'est quoi? Et là, au début, quand vous êtes intervenu, j'ai noté juste, au moment où je suis rentré, vous avez dit le réel, et puis ensuite, vous avez dit la réalité, les réalités, etc. C'est pas pareil, le réel est là. Parce que la réalité, s'il y a deux mots, c'est pas pour rien. C'est que réalité, T, quand il y a la désinence, la fin T, c'est que c'est une construction à partir de ce qu'on pense être le réel. Et donc, la réalité, c'est effectivement ce qui concrètement, en face de moi, qui est sans cesse représenté, tac, 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 tac. Le réel, c'est autre chose. Ça serait la chose en soi. C'est objet d'aucune réalité, mais c'est quelque chose que je suis obligé de postuler. Je le postule, et c'est le réel, ça va être justement notre rapport. La seule manière de le pressentir, en quelque sorte, mais pas de le sentir, on peut pas, ça serait justement de le postuler et d'en faire une raison pratique, au sens moral du terme. Donc moi, je pense que ce rapport à ce que vous appelez le terrain, il doit être encore travaillé, élucidé et même critiqué chez vous. Parce que le terrain, ça ne va pas de soi. Ça, c'est une autre critique que je fais souvent, et je la fais moins chez vous, vraiment, parce que c'est le côté, la justification par « j'étais sur le terrain ». Ouais, d'accord, tu as été sur le terrain, mais je vous signale que le terrain, c'est ici aussi.
Là, on est sur un terrain. Pour le défendre, il prend réel au sens lacanien, c'est-à-dire le réel, c'est ce sur quoi je me cogne. Ah ben non, mais alors, s'il prend le réel au sens lacanien, moi je serais à ce moment-là d'accord. Mais je vous signale que le réel au sens lacanien, c'est ce sur quoi je me cogne, mais je m'y cogne parce que je ne peux pas savoir ce que c'est. Parce que justement, le réel, c'est le jeu qui est la chose devant laquelle c'est l'abysse. Je ne vais pas faire l'exégèse de Lacan, mais je suis pas. Enfin, d'accord. Je pense qu'on... En tout cas, on peut être d'accord sur le fait que c'est ce sur quoi on se cogne, mais c'est ça la différence qu'il pourrait y avoir justement avec la réalité. Parce que la réalité, on se cogne, pourquoi? Parce qu'on est aveugle dans le rapport au réel. Mais dans la réalité, c'est le contraire. La réalité, c'est l'ensemble des construits. Et donc, ce terrain auquel vous vous cognez, parce qu'il y a une partie qui vous échappe, il me semble qu'il y a une partie qui vous échappe, il faut reconnaître aussi qu'il y a une partie qui vous échappe, mais ce n'est pas quelque chose qui existe d'emblée. C'est-à-dire, le terrain, en réalité, il est tout le temps construit. Si vous vous dites que, si vous appelez ça en particulier le terrain, en fait, c'est synonyme d'objet, c'est parce que c'est votre objet. Sinon, n'importe quoi est le terrain. Tout est le terrain. Ça, c'est juste... Merci. C'est juste parce que j'ai apprécié la thèse. Hein. Il lui reste 5 minutes. Hein.